Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire proposé par la Gazette des communes qui va porter sur une thématique d'actualité, à savoir les grandes étapes de la fusion des EPCI à fiscalité propre en 2017. Pour cela, nous sommes aujourd'hui accompagnés de Maître Simon Ray, spécialiste du droit de l'intercommunalité, de la coopération locale et des institutions. Sa présentation durera une vingtaine de minutes. N'hésitez pas à nous poser des questions tout au long de cet exposé. Pour poser vos questions, je vous invite à cliquer sur l'icône rouge avec une flèche blanche qui se trouve en haut à droite de votre écran. Rédigez la question dans le pavé de texte et Maître Ray y répondra dans un second temps pendant 10 minutes. Je vais désormais laisser la parole à Maître Ray. Merci de vous présenter rapidement avant de nous faire part de votre exposé. Bonjour à tous. Donc, si je me présente, Simon Ray, avocat barreau de Lyon, spécialiste des problématiques intercommunales et notamment, plus particulièrement, des fusions qui interviennent en grande partie au 1er janvier 2017. Je tenais tout d'abord à vous préciser, et au risque d'éventuellement vous décevoir lors de cette présentation, je serai assez succinct et assez bref sur de nombreuses thématiques, et il y a de multiples aspects que je n'aborderai pas ici, puisque cette problématique fait l'objet d'une formation d'une journée entière au sein de la Gazette des communes en matière de fusion, où là, on verra de manière détaillée l'ensemble des incidences de celle-ci. Donc, sans plus tarder, commençons sur les différents aspects. Tout d'abord, un petit rappel du cadre juridique de la procédure à mettre en œuvre dans le cadre des fusions. Pour aboutir à une fusion, vous avez deux aspects. Tout d'abord, la procédure dite de droit commun, régie par l'article 5211-41-3, ou la procédure dérogatoire de droit commun, initiée par l'article 35 de la loi NOTRe, qui a sûrement dû vous toucher au quotidien et dont l'entrée en vigueur des fusions mises en œuvre selon cette procédure particulière sont intervenues au 1er janvier 2017. Donc, après ce petit rappel théorique, venons-en maintenant aux différentes étapes indispensables à mettre en œuvre pour avoir un EPCI issu d'une fusion opérationnelle le plus rapidement au cours de l'année 2017. Tout d'abord, ces choses ont dû déjà intervenir, mais pas forcément, sur la désignation des conseillers communautaires. Ici, au plus tard, le préfet a dû, dans le cadre d'un arrêté, fixer la nouvelle composition du conseil communautaire de la communauté issue de la fusion, soit conformément à un accord local, si celui-ci est possible, puisqu'on s'en rend compte qu'en pratique, il ne l'est de moins en moins, soit selon la procédure dite organisée, et ce, au plus tard, au 15 décembre 2016. Sur la base de cette nouvelle composition, les conseils municipaux vont devoir désigner leurs conseillers communautaires au sein du nouveau conseil communautaire. Là-dessus, la jurisprudence vient de nous préciser que on peut, dès lors qu'on a cet arrêté fixant la composition du conseil communautaire, et même avant l'arrêté portant fusion, on peut tout à fait procéder à la désignation des conseillers communautaires, selon la procédure prévue à l'article 5206.2, où ici, il faut faire un comparatif entre le nombre de conseillers communautaires dont disposaient les communes avant la fusion et le nombre de conseillers communautaires des communes après la fusion. Si le nombre augmente, le conseil municipal va désigner des conseillers complémentaires en la matière. Si le nombre de conseillers communautaires réduit, là, il faudra choisir parmi les conseillers communautaires sortants lequel sera maintenu et lesquels perdront leur mandat. Avec petite particularité ici, un petit exemple, si vous avez l'hypothèse d'une commune qui, avant disposait de 2 sièges, avant la fusion disposait de 2 sièges de conseillers communautaires, et dans le cadre de la fusion, on n'en dispose plus que d'un seul, celle-ci devra donc désigner parmi les 2 conseillers communautaires sortants lequel sera maintenu et lequel perdra son mandat. Et en plus, comme elle dispose que d'un seul siège, cette commune de plus de 1000 habitants bénéficiera d'un conseiller communautaire suppléant. Celui-ci, donc ici, on aura 2 possibilités, soit les 2 conseillers communautaires sortants se mettent d'accord et présentent une liste commune avec la personne qui figure en numéro 1 de la liste sera désigné conseiller communautaire
titulaire et en numéro 2, des conseillers communautaires suppléants. Par contre, autre possibilité qui pourrait être envisagée, on pourrait tout à fait avoir deux listes avec en tête de liste chacun des conseillers communautaires sortants, qui seulement ceux-ci pourraient être élus conseillers communautaires titulaires, et en suppléant de chacune des deux listes un conseiller municipal qui lui n'était pas conseiller communautaire sortant. Parenthèse refermée. Première étape, donc, désignation des conseillers communautaires sortants. Deuxième temps, suite à l'entrée en vigueur de la fusion et jusqu'à l'installation du conseil communautaire de la communauté issue de la fusion, on a une période transitoire où l'EPCI issu de la fusion sera géré par un exécutif et un conseil communautaire dit de transition, qui sera composé, s'agissant du conseil communautaire, des conseillers communautaires de chacun des EPCI fusionnés, puisque ceux-ci conservent leur mandat jusqu'à l'installation du conseil communautaire, mais pas forcément leurs indemnités de fonction sur cette période-là. Et également, le conseil communautaire de la communauté issue de la fusion sera présidé par le doyen d'âge des présidents des communautés fusionnées. Ici, un rôle limité à l'administration courante et urgente, notion qu'il faut entendre de manière restrictive, puisque seulement envisagée pour les strictes nécessités et de continuité du service public, notion appréciée au cas par cas par la jurisprudence, pour laquelle un conseil serait d'être le plus prudent en la matière. Donc, suite à cette gestion de période transitoire, venons-en maintenant à la séance d'installation qui devrait être envisagée le plus rapidement possible, puisque celle-ci va conditionner la bonne mise en marche de notre communauté issue de la fusion. Cette séance d'installation, sa date butoir, celle-ci doit intervenir, le texte nous dit, avant le 4e vendredi suivant la fusion, c'est-à-dire pour une fusion au 1er janvier 2017, ce jour même. Il s'agit ici d'un délai maximal, mais l'installation peut tout à fait être envisagée préalablement. C'est-à-dire, on peut l'envisager, mais seulement si l'ensemble des communes ont désigné leurs conseillers communautaires. Pourquoi? Puisque on a une jurisprudence qui a été rendue sur cette thématique en considérant que si vous avez une commune qui, avant le vendredi de la 4e semaine suivant la fusion, n'a pas été en capacité de désigner ses conseillers communautaires et demande au président du conseil communautaire par intérim de reporter la séance d'installation, le juge administratif considère que dans ce cadre-là, le président est tenu de reporter la dite date d'installation, c'est-à-dire postérieurement au vendredi de la 4e semaine, sous peine d'entacher d'irrégularité cette séance d'installation. Mais ce délai maximal n'est pas assorti de sanctions, c'est-à-dire que l'on peut tout à fait envisager une séance d'installation postérieurement au 4e vendredi suivant la fusion. Ça n'entacherait pas d'illégalité l'élection du président et des vice-présidents, notamment lors de cette séance d'installation, mais qui décalerait la mise en place de votre PCI. Et donc si on peut éviter, ceci serait préférable. Toutefois, on pourrait être contraint de devoir décaler cette séance d'installation pour une raison toute simple, si vous avez une commune qui, à cette date-là, n'a pas encore désigné ses conseillers communautaires. Et donc, petit cas pratique ici, que faire si jamais, à la séance d'installation, une qui intervient postérieurement au vendredi de la 4e semaine suivant la fusion, une des communes n'a pas encore désigné ses conseillers communautaires. Ici, la DCF considère que la commune ne serait pas représentée. Pour ma part, je ne partage pas du tout cette analyse. Je considère en la matière qu'il convient d'appliquer l'article 5211-8 du CGCT, c'est-à-dire convoquer le maire, si jamais la commune ne dispose que d'un seul siège, et le maire et le premier adjoint, si la commune dispose de plusieurs sièges, pour plusieurs raisons que j'aurai l'occasion éventuellement de développer lors de cette formation. Donc, l'ordre du jour de cette séance d'installation qui, à mon sens, à minima, doit prévoir 4 thématiques: l'élection du président, la fixation du nombre des vice-présidents et des autres membres du bureau, l'élection
de ces personnes-là, la lecture de la charte de l'élu local et une remise de celle-ci en copie à chacun des conseillers communautaires, mais également on pourrait envisager la mise à l'ordre du jour de tout élément qui pourrait être nécessaire, notamment l'élection des représentants au sein des organismes extérieurs et notamment des délégués de la communauté au sein de syndicats mixtes. Toutefois, le président nouvellement élu qui prendra ses fonctions dès son élection pourra envisager de modifier cet ordre du jour et enlever, supprimer certains points figurant à celui-ci. Sur le déroulé de cette séance d'installation, plusieurs points importants à mon sens à préciser en la matière. La convocation, ici, comme on l'a évoqué, sera assurée par le président de la communauté par intérim, c'est-à-dire le doyen des présidents des communautés fusionnées. Toutefois, celui-ci perdra son mandat dès la réunion d'installation. Autrement dit, entre le début de la séance d'installation et l'élection du président de la communauté, ce n'est pas celui-ci qui assurera la présidence, mais le doyen d'âge des conseillers communautaires. Suite à l'élection du président, qui sera réalisée au scrutin secret majoritaire à 3 tours, majorité absolue au premier tour relative au troisième tour, étant précisé que aucun acte de candidature n'étant nécessaire, on pourra envisager qu'au troisième tour, un autre candidat se présente. Élection du président qui, comme je vous l'ai rappelé, prend son mandat, ses fonctions, tout de suite après son élection. Suite à l'élection du président, fixation du nombre de vice-présidents, soit conformément au droit commun 20% de l'effectif du conseil communautaire dans la limite de 15 vice-présidents, ou de manière dérogatoire au droit commun, portant ce seuil à 30% de l'effectif, toujours dans la limite de 15 vice-présidents, par une délibération à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés, puisque l'intention des législateurs là-dessus est bien majorité des 2/3 des suffrages exprimés pour décider de rentrer dans cette dérogation. Et ici, une volonté de sécurité juridique maximale devrait conduire à procéder à une interruption de séance dès lors qu'on a adopté cette délibération sur la fixation du nombre de vice-présidents pour imprimer cette délibération, l'afficher et la transmettre en préfecture, histoire de rendre exécutoire celle-ci. On met fin à cette interruption de séance, on reprend le déroulé pour procéder à l'élection des vice-présidents. Tout ça pour faire face à la jurisprudence du théâtre Melun, même si le tribunal administratif de Grenoble a adopté une position contraire, mais si l'on veut ne prendre aucun risque en la matière, notre conseil est de procéder ainsi. Par la suite, on procède à l'élection des vice-présidents au suffrage uninominal majoritaire à 3 tours et on n'a pas de parité à respecter. Le Conseil d'État l'a rappelé dans un arrêt de 2009. Là-dessus, pas de difficulté. Puis, enfin, on procède à la lecture de la charte de l'élu local. Notre séance d'installation réalisée à minima, quelles sont ensuite les autres thématiques à aborder, à mettre en œuvre pour l'année 2017, puisque notre EPCI est en ordre de marche. Un aspect important, à notre sens, est la désignation des délégués de la communauté nouvellement constitués au sein des structures syndicales, des syndicats mixtes existants, et notamment au sein de l'ensemble des structures syndicales pour lesquelles la communauté se substitue soit à ses communes membres, soit aux communautés fusionnées. Ici, cette nouvelle désignation pourra avoir un impact et des effets notamment sur la gouvernance du syndicat. Pourquoi? Puisque les délégués nouvellement désignés se représenteront la communauté de communes ès-qualité de communauté de communes. C'est-à-dire, même si la communauté désigne physiquement les mêmes personnes que ceux qu'avaient désigné les communes membres ou les communautés fusionnées, ces nouveaux délégués au sein du syndicat perdront à un moment donné leur mandat de membre du comité syndical. Et donc, si ceux-ci perdent leur mandat de membre du comité syndical, si ceux-ci sont également membres du bureau du syndicat, perdront à ce moment-là leur mandat de membre du bureau. Et donc, si on est dans le cadre d'un syndicat mixte fermé et que la personne concernée était présidente de ce syndicat, son mandat de président prendra fin
à ce moment-là. Et donc, il faudra procéder à le renouvellement de l'ensemble du bureau du comité syndical. Donc, ces nouvelles désignations qui devront intervenir pour chaque cas où la communauté se substitue assez communément aux communautés fusionnées pourraient avoir un impact sur la gouvernance de ces structures syndicales. Suite à cela, il faudra de manière très rapide mettre également en place l'ensemble des commissions qui doivent intervenir pour votre communauté. Les deux principales sont la commission d'appel d'offres, la commission dite TSP avec maintenant avec la modification la commission concession qui ont des modalités de composition similaires maintenant, mais également la commission intercommunale des impôts directs pour toute EPCI à fiscalité propre et appliquant le régime de la fiscalité professionnelle unique, mais également la commission locale d'évaluation des charges transférées qui visera à déterminer l'impact des charges transférées, notamment des attributions de compensation pour tout transfert de compétences qui pourrait intervenir dans le cadre de la territorialisation des compétences, on le reviendra après, mais également la commission consultative des services publics locaux, la commission intercommunale pour l'accessibilité, si votre EPCI rentre dans ce cadre-là, notamment si vous êtes une communauté de plus de 5000 habitants compétente en matière de transport ou d'aménagement. Suite à la mise en place de ces différentes commissions, vous aurez également un nombre d'actes et de délibérations à adopter de manière importante. Le premier d'entre eux constitue le règlement intérieur de la communauté qui doit être adopté dans les 6 mois de l'installation, donc de manière assez rapide. Mais également, il faudra procéder à la désignation, à une délibération qui procède à délégation d'attribution du conseil communautaire au bureau, puisqu'on est une nouvelle personne morale, toutes celles qui étaient adoptées préalablement tombent nécessairement, mais également aux délégations de fonction du président à chacun des vice-présidents, et si l'ensemble des vice-présidents sont dotés d'une délégation de fonction, éventuellement aux autres membres du bureau, mais également les délégations de signature pour le président, du président au bénéfice de certains de ses agents. Élément important, également adopter la délibération fixant les indemnités de fonction des membres du bureau, c'est-à-dire principalement président, vice-président, pour certains cas de figure, autres membres du bureau, mais également, le cas échéant, pour les conseillers communautaires. Et ce, dans les 3 mois d'installation du conseil. Également, délibération sur l'exercice du droit à la formation des conseils communautaires, la mise en place, le cas échéant, du conseil de développement pour les communautés de plus de 20 000 habitants. Ici, 2 thématiques sur lesquelles il faudra être attentif de manière très particulière. Attention pour certaines compétences, l'élection du président de la communauté entraînera transfert automatique de certains pouvoirs de police spéciales, notamment en matière d'assainissement, de collecte des déchets ménagers, d'aire d'accueil des gens du voyage, avec ici l'élection fait courir le délai de 6 mois pour éventuellement les maires des communes membres s'opposer au transfert automatique de ces pouvoirs de police spéciales. Et ici, un aspect important, c'est la conclusion des différents avenants pour caractériser la substitution de personnes morales, mais aussi mener à bien votre politique contractuelle pour gérer ici vos différents contrats conclus sur une même thématique par les communautés fusionnées. Par exemple, prenons le cas de différentes délégations de services publics, intervenant toutes sur une même thématique à des échéances distinctes. Il faudra assurer une politique contractuelle pour voir ce qu'il peut être envisagé pour, à terme, envisager un contrat unique sur l'ensemble du périmètre de la communauté. Autre point important et fondamental, c'est l'ensemble des actes et des délibérations devant être adoptés en matière de personnel. Et ici, je veux insister sur un élément important, puisque l'ensemble de la thématique RH, quelque part, sera conditionné par la mise en place des commissions paritaires. Par exemple, sauf si vous êtes rattaché au centre de gestion, où là, les choses peuvent être beaucoup plus faciles. Mais si tel n'est pas le cas, par exemple, si vous avez une communauté de plus de 50 agents ou de plus de 350 agents, vous devez nécessairement créer votre comité technique et votre CAP. Et éventuellement CHSCT. Ici, il est important d'envisager cette création le plus rapidement possible, puisqu'elle va conditionner la mise en œuvre de l'ensemble des règles RH que l'on va voir par la suite. Donc, suite à la création de ces instances, à l'organisation des élections
paritaire au sein de ces instances, il faudra saisir celle-ci. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, pour confirmer l'organigramme qui aura été adopté par les EPCI qui ont fusionné. Pourquoi? Pour une volonté de sécurité juridique maximale. Également pour adopter un régime indemnitaire de la communauté issue de la fusion, et également pour délibérer sur le temps de travail. Donc, au plus tard, ici, dans les 6 mois suivant la fusion, il faudra aussi délibérer pour créer, le cas échéant, les emplois fonctionnels. Et derrière, comme je vous l'ai dit, envisager les délibérations pour adopter en matière RH, après avoir consulté les organismes paritaires, pour instaurer le régime indemnitaire de la communauté et voir, le cas échéant, qu'est-ce que l'on peut faire. Est-ce que l'on harmonise? Est-ce que on essaye de maintenir les situations existantes et avoir une différenciation de régime indemnitaire applicable sur notre territoire? Ce sont des questions à se poser et envisager. Déterminer quelles sont les règles en matière de temps de travail et conclure ici aussi avec les agents un avenant pour matérialiser la substitution de personnes morales. Comme vous l'aurez compris, les thématiques sont nombreuses et importantes qu'il faudra traiter là-dessus. Enfin, pour terminer, ce qu'il faudra envisager également est ce qu'on appelle la territorialisation des compétences, qui en la matière pourront avoir des importances, notamment sur l'année 2017, mais voire ultérieurement. Sur les compétences obligatoires, ici, les règles sont assez simples. La communauté issue de la fusion exerce l'ensemble des compétences obligatoires qu'exerçaient les communautés fusionnées, avec, gardons quand même en perspective, pour certaines compétences qui seraient assorties de l'intérêt communautaire, un délai de 2 ans pour harmoniser la situation et en entretemps maintient l'intérêt communautaire qui s'appliquait sur les territoires préalablement. Mais ici, soyons vigilants, peut-être un élément de simplicité avec l'adoption de la loi égalité qui prévoit notamment en matière de PLUI, si vous aviez une communauté qui avait fusionné, qui avait une compétence PLUI obligatoire et l'autre qui ne l'avait pas, la loi qui est en cours d'analyse, un projet de loi qui est en cours d'analyse au sein du Conseil constitutionnel prévoit en la matière la possibilité d'un délai de 5 ans pour la communauté issue de la fusion de continuer à procéder des révisions des PLU qu'elle reprend et qu'elle gère sans avoir à adopter un PLU sur l'ensemble de son périmètre. Sur les compétences optionnelles et facultatives, ici les règles sont la suivante. Vous avez 1 an pour les compétences optionnelles pour décider d'harmoniser, savoir est-ce que vous reprenez les compétences optionnelles qu'exerçaient les communautés fusionnées ou est-ce que vous les restituez aux communes membres. Pour les compétences facultatives, c'est un délai de 2 ans. Donc, pendant cette période-là, la communauté issue de la fusion exerce les compétences qu'exerçaient les communautés fusionnées sur leur périmètre respectif. Donc, vous avez une différenciation d'exercice des compétences. Et à l'issue de ce délai d'1 an ou de 2 ans pour les compétences supplémentaires, vous décidez, communauté, soit de restituer la dite compétence, soit, si vous ne faites rien, de vous en doter sur l'ensemble de votre périmètre. Ici, si vous voulez proroger et maintenir cette territorialisation des compétences, un petit stratagème que l'on peut envisager, c'est de compétences supplémentaires de restituer la dite compétence et aux communes et de mettre en place un service commun entre les communes intéressées et la communauté pour maintenir cette différenciation d'exercice territorialisé des compétences. Mais ce sont des thématiques que l'on verra de manière beaucoup plus approfondie dans le cadre de cette formation. Voilà, en termes de conclusion, brièvement, comme vous l'avez compris, les chantiers sur 2017 seront multiples, techniques. Il faut vraiment prioriser les différents chantiers. Important de prévoir une séance d'installation le plus tôt possible pour mettre en marche votre communauté le plus rapidement possible et avoir une équipe qui soit en place le plus rapidement possible pour mettre en œuvre l'ensemble de ces chantiers que nous verrons de manière beaucoup plus approfondie, et je suis désolé si j'ai frustré certains par le caractère succinct de mes propos, mais le format nous empêche tout développement plus important. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Maintenant, nous allons
commencer et répondre à plusieurs questions hein, qui nous ont été posées, que vous nous avez posées dans le cadre de ce webinaire. Donc, tout d'abord, première question, je commence par les lire à haute voix. Donc, première question, quelles sont les conséquences de la GEMAPI, non, pardon, quelles sont les compétences de la GEMAPI qu'il est possible de déléguer? Problématique, oui, GEMAPI faisons un petit rappel préalable. Même si la problématique GEMAPI n'est pas inhérente à la fusion, mais c'est une question que la communauté issue de la fusion devra traiter au cours de l'année 2017, puisque la loi prévoit qu'au 1er janvier 2018, les communautés de communes et d'agglomération devront nécessairement se doter à titre obligatoire de la compétence GEMAPI. Et une compétence qui se fera par prise de manière progressive, puisque entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2020, les compétences GEMAPI qu'exerçaient par exemple les départements, les régions, les autres personnes morales de droit public, celles-ci continueront à l'exercer sur cette période de 2 ans. La prise de la compétence complète de la communauté interviendra au 1er janvier 2020. Donc, prise de compétence 1er janvier 2018, mais une totalité de la prise de compétence 1er janvier 2020. Ici, la communauté issue de la fusion et les communautés n'exerceront pas forcément au 1er janvier 2018 la compétence GEMAPI. Pourquoi? Parce qu'elles pourront transférer ou déléguer cette compétence à des structures supra-communautaires, c'est-à-dire des EPCI, enfin des groupements de collectivités territoriales de 2e rang, qui seront soit des syndicats mixtes, soit, le cas échéant, des EPAGE ou des établissements territoriaux de bassin. Les compétences qui peuvent être transférées ou déléguées, ici la DGCL nous rappelle que la compétence GEMAPI est une compétence sécable qui peut, c'est-à-dire qui est divisible, et donc on peut envisager de transférer ou de déléguer à un syndicat mixte ou à un EPAGE, le cas échéant, tout ou partie des missions relevant de cette compétence. On peut même aller plus loin, on peut même aller jusqu'à envisager de transférer une partie, un EPCI à fiscalité propre pourrait transférer une partie de la compétence GEMAPI sur une partie de son territoire à un syndicat mixte et la même partie, mais sur une autre partie de son territoire à un autre syndicat mixte, notamment pour tenir compte des problématiques de bassin de versant. Donc, comme vous le savez, la compétence GEMAPI regroupe 4 thématiques particulières, l'aménagement d'un bassin et d'une fraction de bassin hydrographique, l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac, la défense contre les inondations et la protection et la restauration des sites. Donc, on pourrait envisager de déléguer ou de transférer à ces structures de coopération intercommunale de 2e rang, tout ou partie des missions relevant de chacun de ces items. Pardon. Voilà, concernant cette première question. Sur la deuxième question, par quelles étapes doit passer la création d'un EPAGE? Donc, la création d'un EPAGE, qui est un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau. Ici, vous avez différentes procédures envisageables. Les 2 principales, une qui est à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, et une si vous avez un syndicat existant qui va se transformer en EPAGE. La première, celle à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, celui-ci dans le cadre du SDAGE, du schéma départemental d'aménagement j'ai perdu le mot, bon, le SDAGE, excusez-moi, devra prévoir, le cas échéant, le regroupement ou la création d'un EPAGE. Les collectivités concernées, donc les EPCI à fiscalité propre compétents en matière de GEMAPI, disposeront de 2 ans pour éventuellement mettre en œuvre volontairement c'est la création d'un tel EPAGE. À défaut, à l'expiration de ce délai de 2 ans qui vient d'expirer maintenant, puisque les SDAGE ont dû être élaborés en 2015 et ce délai intervient au cours de l'année 2017, le préfet pourra
décider de fixer, adoptant un arrêté de périmètre, fixant la liste des EPCI à fiscalité propre compétents en matière de GEMAPI visant à participer à cet EPAGE. Suite à cela, cet arrêté de projet de périmètre sera notifié à chacun des membres qui disposeront d'un délai de, chacun des EPCI intéressés, c'est-à-dire figurant sur cet arrêté de périmètre, qui disposeront d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur la création d'un tel EPAGE. Si on a un accord, c'est-à-dire si on obtient un avis favorable des 2/3 des conseils communautaires des communautés concernées représentant plus de la moitié de la population, ou la règle inverse, ici le préfet coordinateur de bassin pourra derrière adopter son arrêté portant création de cet EPAGE. Ça, c'est s'agissant de la première procédure principale à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin. L'autre hypothèse, on pourrait envisager, c'est une transformation. Vous avez un syndicat mixte existant, exerçant les compétences, certaines missions en matière de GEMAPI, pourrait décider et volontairement envisager de se transformer en EPAGE. Il y a une procédure particulière prévue sur demande du comité syndical, au préfet, toujours coordonnateur de bassin, pour se transformer en EPAGE. On consulte les membres et avec l'accord de ceux-ci, on pourra se transformer en EPAGE. Voilà les deux principales procédures pour créer un EPAGE. Donc, venons-en maintenant à d'autres questions. Ici, quel est le fondement juridique précis qui impose la prise d'un arrêté individuel pour chaque agent suite à la fusion, alors que sa situation n'est pas modifiée par la fusion? Ici, il n'y a pas de fondement juridique en la matière, c'est une volonté de sécurité juridique maximale, puisque en la matière, nous, suite aux précédentes fusions qui étaient intervenues notamment suite à 2010, c'est-à-dire en 2012, suite à la loi RCT de 2010, on a certains contentieux qui sont en cours et c'est un argument notamment qui est invoqué pour une raison toute simple. Vous avez une substitution de personnalité morale. La communauté issue de la fusion est une nouvelle personne morale qui intervient en lieu et place des communautés fusionnées. Donc, premier aspect, c'est pour une logique de transparence, pour bien identifier sur son arrêté individuel l'affectation de l'agent. Et deuxième, d'avoir un arrêté du président de la communauté issue de la fusion qui vise à reprendre le dit agent et matérialiser le changement de personnalité morale. Autre question, pourquoi imposer un avenant de substitution pour les contrats alors que le CGCT prévoit une substitution automatique? Ici, avez-vous un fondement juridique qui corrobore cette conclusion? Ici, c'est pour une raison pratique, de transparence. Oui, vous avez une substitution automatique, mais en la matière, vous êtes amené à travailler avec des co-contractants pour lesquels il est important de matérialiser la substitution de personnalité morale dans ce cadre-là, et donc pour étayer et pour éviter toute difficulté en la matière. Ce n'est pas une obligation légale qui vous contraindrait à adopter cet avenant-là, c'est plus une modalité pratique de transparence pour simplifier les choses en la matière dans les contrats que vous allez conclure. Autre question. Quid de la restitution d'une compétence à des communes? Création d'un syndicat, conséquences sur l'attribution de compensation. Oui, si, par exemple, dans le cadre de la territorialisation des compétences, il est envisagé de restituer une compétence aux communes. Vous avez, j'ai passé rapidement, j'ai évoqué le mécanisme du service commun, mais on pourrait aussi envisager la création d'un syndicat de communes pour transférer et exercer la compétence. Toutefois, il ne faudra pas manquer de prendre contact avec les services de la préfecture au préalable, puisque je vous rappelle que suite à la loi RCT de 2010, la création des syndicats demeure l'exception et il ne doit pas être contraire au SDCI, au schéma départemental de coopération intercommunale, ni aux orientations prévues par l'article 5210-1-1 du CGCT. Si les services de l'État sont favorables, oui, la restitution de la compétence aux communes membres avant la création du syndicat impliquera une modification des attributions de compensation, puisque vous avez restitution de compétences, donc transfert de charges
de la communauté aux communes, donc réduction de charges pour la communauté, qui impliquera nécessairement une réduction, une modification des attributions de compensation. Et peut-être que la réduction des attributions de compensation pourrait corroborer le montant des contributions budgétaires que les communes verseraient à la structure syndicale, mais pourrait, il n'y a aucune règle, il n'y a aucun lien juridique, obligation juridique en la matière. Voilà, je crois que nous avons traité certaines de vos questions. Le temps est écoulé. Je vous remercie à tous pour votre attention et ne manquerez pas de traiter l'ensemble de vos questions éventuelles dans le cadre de la formation à intervenir sur cette thématique-là, où nous aurons une journée de travail en la matière pour vraiment aborder et traiter de manière précise l'ensemble de vos problématiques. Je vous remercie à tous et je repasse la parole à Madame Rouchard, chef de projet du produit formation à la Gazette, pour un mot de conclusion. Alors merci à tous d'avoir suivi notre webinaire Gazette des communes. Pour aller plus loin sur cette thématique et bénéficier de conseils pratiques, je vous invite à vous inscrire dès aujourd'hui à la formation SDCI et fusion de PCI, animée par Maître Ray, sur notre site Gazette des communes à la rubrique formation. Les prochaines sessions se tiendront le 15 février à Lyon et le 8 mars à Paris. Je vous remercie et à très bientôt.